Bonjour, je vous remercie de vous être connecté à cette vidéo de présentation de Kiné France Prévention sur les troubles musculo-squelettiques. Je vais prendre le relais de mon collègue David Guédin qui vous a présenté le lien entre la musculation et la prévention des troubles musculo-squelettiques en entreprise. Je vous parlerai quant à moi de l'arrivée dans les entreprises et sur les lieux de travail des exosquelettes qui sont présentés comme des outils de prévention des troubles musculo-squelettiques. On va voir ce qu'il en est ensemble. Une rapide présentation, je m'appelle Xavier Rey, je suis kinésithérapeute libéral à Montpellier. Je pratique la formation en entreprise en santé au travail depuis plus de 10 ans au sein du réseau KFP et je suis membre de leur conseil scientifique. Donc on va démarrer ensemble et on va commencer par le contenu de cette vidéo, de cette présentation. Donc on va démarrer par une définition et des différents types d'exosquelettes que l'on peut rencontrer, le contexte de ces exosquelettes au sein de l'entreprise, ce que ça génère, les objectifs de ces exosquelettes, le bilan des connaissances actuelles, où est-ce qu'on en est, les risques qui sont produits ou provoqués par la présence de ces exosquelettes ou par les exosquelettes eux-mêmes, et en conclusion, le rôle du kinésithérapeute préventeur en tant que conseil auprès des managers et des chefs d'entreprise. Alors pour la définition, qu'est-ce qu'un exosquelette ? Un exosquelette, c'est un appareil, une aide au mouvement avec assistance physique. C'est un moyen de soulager l'effort et le travail en force. Donc cet outil-là, il est soit motorisé, soit passif, motorisé avec des moteurs électriques et qui actionnent des vérins qui déplacent les segments dans l'espace, ou bien passif avec des systèmes de restitution d'énergie. Il s'agit d'armer ce système et puis il libère l'énergie pour soulager le mouvement qui nous intéresse. Entre autres, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les exosquelettes de bras ou certains exosquelettes de dos. La partie importante de l'exosquelette majeur, c'est qu'il doit être revêtu par l'individu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un robot d'assistance de travail, on est dans un exosquelette qui est revêtu par l'opérateur, maintenu par des contentions. Alors, on va voir différents types. Vous pouvez voir là un exemple de squelette dos. On voit que c'est quand même un petit peu encombrant. Donc, l'objectif de ça, c'est d'aider au redressement. On peut constater que ça aide effectivement au redressement, mais on voit déjà là dans le déplacement et dans l'usage qu'il y a des points d'appui au niveau des cuisses, qu'il y a des points d'appui au niveau des épaules. On en reparlera. Un autre type que l'on peut rencontrer, c'est l'exosquelette de bras. Donc là, il s'agit de soulager la position des bras en hauteur, quand on amène les bras au-dessus de la ligne des épaules, avec un réarmement de ces systèmes élastiques par l'abaissement des bras. Alors, le contexte. On voit que les exosquelettes, ce n'est pas une histoire nouvelle, c'est ancien. Ça a démarré dans les années 68, même avant, puisqu'il semblerait que les premières velléités ou le premier dessin d'exosquelette date de la fin du 19e siècle. Mais Hardiman, qui est présenté en 68 comme étant le premier exosquelette véritable, a été conçu par les militaires américains pour servir sur les porte-avions, pour charger les bombes dans les avions. Donc une grosse puissance, mais très peu d'utilité et aucune facilité, vraiment peu diffusée. Ensuite, on passe à Hulk, toujours avec un développement des Américains, des militaires américains, toujours dans le domaine de la défense, où là, il s'agit d'avoir la capacité de porter de la charge sur de longues distances. On a aussi une vision qui nous touche plus en tant que kinésithérapeute, qui est une vision médicale, en rééducation neuromotrice. On voit bien tout le cheminement qui a été fait depuis les travaux de M. Rabichon, avec effectivement le Rewalk en 2015 et encore de nouveaux éléments plus récents qui annoncent un futur intéressant en réadaptation. Pour arriver jusqu'au squelette entier, là on a le cas d'un squelette de chez Daewoo qui est utilisé dans les chantiers navals en Corée. Alors le contexte, comment ces exosquelettes arrivent-ils dans les entreprises et pourquoi maintenant ? Alors effectivement, les entreprises sont confrontées, et la santé publique aussi, à un coût croissant des TMS qui représente 87% des maladies professionnelles, c'est quand même énorme, à une modernisation des process et des progrès technologiques au sein de ces entreprises. Le progrès avance tout le temps, le progrès technique surtout.
Le vieillissement et le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que là, l'exosquelette pourrait apparaître comme un outil qui maintiendrait des personnes déficientes en emploi en suppléant une partie des charges et une partie des situations difficiles. Ça peut être un intérêt. Et surtout une offre attrayante. Ça veut dire que maintenant, les exosquelettes sont sur le marché, ils existent et ils ont en général de très bons commerciaux. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail a mis en évidence que 46% des salariés souffraient du dos et 44% des membres supérieurs. C'est quand même beaucoup. Mais il faut faire attention à conserver une prévention centrée sur l'humain. C'est l'Agence européenne de sécurité et de santé au travail en 2019 qui a insisté sur ce point après une étude sur les exosquelettes, en précisant bien qu'il fallait recentrer la prévention sur l'humain. Alors, les objectifs, ces exosquelettes se trouvent présents dans la plupart des situations industrielles, l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le médical aussi, on a les robots qui interviennent dans les blocs opératoires maintenant, et surtout des robots d'assistance. Dans des situations où normalement il n'y a pas d'automatisation possible, il n'y a pas de robot fixe qu'on peut utiliser, et quand on est face à une problématique de TMS. Donc, notamment dans des tâches de manutention, dans des postures contraignantes, des positions maintenues longtemps, de précision souvent. Donc, tout ça pourrait générer effectivement une apparition de TMS et parfois même des charges physiques importantes qui généreraient elles aussi ces TMS. Donc ça, c'est l'idée. Un petit rappel sur les TMS. On voit que pour qu'apparaissent des TMS, des troubles musculo-squelettiques, la charge n'est pas suffisante. On voit bien que l'effort excessif ne fait qu'un élément, une partie des facteurs biomécaniques qui permettent l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques. Il n'y a pas que ça. Il y a les environnements psychosociaux, il y a les catégories propres, la catégorisation propre de l'individu et les facteurs organisationnels. Donc on voit que l'exosquelette ne vient répondre qu'à une petite partie des éléments d'apparition du trouble musculo-squelettique. On y reviendra au cours de la vidéo. L'objectif pour les employeurs, c'est une amélioration des conditions de travail et une augmentation de la productivité. Là, on a repris l'idée reçue présentée par l'INRS qui voudrait que les exosquelettes soient la solution contre les risques de troubles musculo-squelettiques. Ils nous disent que non. En effet, sur les contraintes biodynamiques, effectivement, au niveau de la force, il y aura une véritable réduction pour les muscles sollicités, mais il n'y a pas d'action sur la répétitivité, ni sur la durée, ni sur la posture. On verra un petit peu plus tard, tout ça va rentrer dans les risques. Sur les autres composantes de TMS qu'on vient de voir, les RPS et l'organisation du travail, pas d'action non plus. Et sur les risques non désirés, on verra que ça, ce sont les risques qui peuvent être engendrés par l'usage même des exosquelettes. On y reviendra. Alors, le bilan des connaissances. Actuellement, l'INRS a relevé en 2019 à peu près 30 études, dont 13 depuis 2018. Ça veut dire qu'il y a un intérêt récent de plus en plus important et de plus en plus d'études produites sur les exosquelettes. Sur ces 30 études, 20 ont eu lieu en laboratoire, 2 au travail en ce qui concerne l'exosquelette dos, qui aide au relèvement du dos. En revanche, on a 8 études sur les exosquelettes bras, toutes réalisées en laboratoire. Donc on voit là que le bilan des connaissances est très intéressant sur la théorie, en revanche délicat dans l'application au travail, puisque nous n'avons que 2 études qui se passent dans le lieu de travail, 2 sur 30. Le bilan des connaissances actuelles. Alors pour les exosquelettes dos, au niveau de l'activité musculaire, on va recenser une diminution de 10 à 40% de l'activité musculaire de la zone protégée, c'est-à-dire ici des spinaux, une diminution de la fatigue notable qui est ressentie par l'opérateur, et une diminution de la compression lombaire. En revanche, il y a des limites. Ça veut dire qu'avec le même exosquelette de dos, les opérateurs présentent un inconfort, le disent, décrivent un inconfort. On a à l'inverse une augmentation forte du travail des abdominaux pour réarmer le système. On a aussi une augmentation de l'extension des genoux, puisqu'on voit bien le point d'appui antérieur de l'exosquelette sur la face avant de la cuisse, et une augmentation des contraintes sur les chevilles si l'exosquelette n'est pas couplé au sol. Donc on voit qu'on a des avantages et des désavantages. Sur les exosquelettes de bras,
Eh bien, là, vous voyez, on a un exosquelette de bras qui est dans un lieu de traite, dans une ferme du centre de la France. Donc, on voit que ça touche aussi le milieu agricole. Et on voit bien le système de rappel, à la fois par des lames élastiques et à la fois par des élastiques eux-mêmes. Alors, l'activité musculaire, effectivement, pour les fléchisseurs de bras, notamment le deltoïde antérieur, elle est abaissée de 30 à 90%, voire même au-delà. Mais à l'inverse, pour pouvoir réarmer cet exosquelette, eh bien, on a une augmentation du travail des extenseurs de plus de 120%. Donc c'est très important et ça vient perturber un petit peu l'équilibre de l'épaule. On va en reparler. La perception de l'effort, ben, si elle est favorable au niveau du lever, puisqu'on a une diminution de la perception de l'effort de 40%, ben, elle est défavorable pour l'abaissement, puisqu'on a une 30% d'augmentation d'impression de travail. Et au niveau des lombaires, on a une fatigue plus importante révélée de plus de 30%. Les risques. Alors les risques, ils vont être de plusieurs types. Ils vont être mécaniques, liés au dispositif lui-même. Ils vont être physiques, qui vont être liés à l'utilisation de ce dispositif. Et ils vont être liés à la charge mentale, donc aux risques psychosociaux. On va les préciser. Alors, les risques mécaniques. Les risques mécaniques, ce sont les chutes, les casses de matériel, les collisions avec l'environnement, collisions avec les collègues, par exemple, qui arrivent assez souvent, les abrasions sur les points d'appui de la mise en place de ces exosquelettes, et les dépassements articulaires dans les quelques cas d'exosquelettes robotisés où vous avez la course qui est anticipée et qui fonctionne par perception du déplacement. C'est-à-dire que le robot doit percevoir le déplacement et parfois va au-delà, et on peut avoir des dépassements articulaires néfastes. Des risques physiques cette fois-ci. Donc là, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'exosquelette bras, mais l'exosquelette dos aussi, avec une différenciation entre les muscles agonistes et antagonistes. Si on soulage les agonistes, on a plutôt tendance aussi à exagérer le travail des antagonistes. Ces études ne portent que sur l'épaule ou le dos. Qu'en est-il des autres articulations du membre supérieur, coude, poignet, etc. L'adaptation à ces outils-là demande une adaptation neuromotrice qui n'est pas si facile que ça, qui demande beaucoup d'apprentissage et beaucoup de mise en place. Donc c'est long et c'est coûteux. On a constaté aussi une modification de la stratégie posturale sur toute la chaîne des chevilles, des genoux, des hanches et du rachis. Donc ça met en jeu toute la statique de la personne. Et ensuite, il y a des doutes actuellement, mais ils sont, semble-t-il, plutôt fondés, sur une modification de la cinématique de l'épaule, puisqu'elle se retrouve contrainte par les orientations des articulations mécaniques de l'exosquelette. Les risques psychosociaux. Là, c'est pareil, on a plusieurs études qui font état de la difficulté de l'acceptation de ces outils. C'est nouveau, c'est neuf, ça débarque. C'est pas simple d'accepter ça. Ça remet en cause beaucoup de choses dans le travail et dans l'identité professionnelle des travailleurs. Leur sens du travail. Est-ce que je suis encore un travailleur manuel ou est-ce que je ne suis plus qu'un objet à faire bouger ? L'expertise et les compétences sont remises en cause. Est-ce qu'on me donne ça parce que j'étais pas capable de bien faire mon travail ? Et surtout, la dimension du groupe. Comment vais-je être vu par les autres ? Comme un privilégié ou bien comme quelqu'un qu'il faut aider ? Donc ça pose beaucoup de questions. Et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus qui montrent à quel point l'arrivée des exosquelettes dans une entreprise doit être bien préparée en amont et bien suivie et bien travaillée. Le questionnement est lourd. Alors, sur le terrain, je vais vous parler cette fois-ci d'un retour d'expérience qu'on a eu avec l'entreprise RTE, les réparateurs de lignes à haute tension. Donc, on a eu le cas, entre autres, sur certains GMR, de personnes, vous voyez ici à l'image, qui travaillent pour le nettoyage des câbles avec des perches de grande longueur, de plus de 3 mètres, donc avec des porte-à-faux importants et les bras en l'air et la tête en l'air pour surveiller tout ça. Alors, on a eu un collègue qui a été confronté à cette situation. Le GMR lui a présenté un exosquelette de bras, qu'on voit ici, qu'il a testé lui-même. Et tout ça en temps relié à l'analyse qu'on a l'habitude de faire sur le terrain avec KFP, où on part du constat, on en tire les conséquences physiques du constat du geste,
Et puis on propose, avec l'ensemble des stagiaires et des personnes qui travaillent avec nous, on essaye d'élaborer un plan de soins et de correction. Donc on voit ici que l'exosquelette cervical a tout à fait sa place, hein, il aide beaucoup pour les gens qui ont la tête en l'air une grande partie du temps, et l'exosquelette de bras aussi. En conclusion, on voit qu'en tant que kinésithérapeute préventeur, on a beaucoup de points de vigilance vis-à-vis des exosquelettes. En fait, il n'y a pas de consensus sur leur efficacité, puisqu'ils ont à la fois des bénéfices, mais aussi des risques. Donc, c'est encore mal évalué. Ça demande un long temps de prise en main, une préparation en amont qui est longue et difficile. Les effets sur la santé à long terme des employés n'est pas connu. On a vu cette variation entre agoniste-antagoniste. Les effets psychologiques et biomécaniques ne sont pas connus non plus sur le long terme. Ensuite, est-ce qu'un exosquelette est utilisable par plusieurs salariés? Eh bien non, il est unique, il est adapté à chaque personne. Donc c'est encore un phénomène plus complexe. Est-ce qu'ils sont pertinents pour des tâches très répétitives avec des cadences de production soutenues? Eh bien non, on l'a vu. Et il faut faire attention que ça ne devienne pas un objectif de gain de productivité ou d'augmentation du travail ou d'augmentation de la charge de travail. Donc les effets psychosociaux sur ces travailleurs qui peuvent se sentir stigmatisés au travail, dépendant de leur dispositif d'aide, c'est ennuyeux et ils perdent leur autonomie et leur latitude, leur latitude vis-à-vis de leur travail. Ça devient un travail de plus en plus contrôlé. Les derniers exosquelettes robotisés montrent des capteurs un petit peu partout au niveau des poignets, des épaules, de la nuque, et ces capteurs-là détectent les mouvements et vont générer la réaction de l'exosquelette. C'est-à-dire que l'opérateur n'est même plus décideur lui-même de la gestuelle. Donc c'est quand même un petit peu délicat. Donc on voit bien que dans notre rôle de conseil de kinésithérapeute préventeur auprès des managers, il faut les engager à la plus grande prudence et à la vigilance vis-à-vis de l'achat ou de l'usage de ces exosquelettes. Je vais laisser la dernière phrase à M. Jacques Leplat, qui nous dit que la clé d'une réussite technologique n'est pas la technologie elle-même, mais son harmonisation avec ceux qu'elle est censée aider. Je vous remercie de votre attention.